Aujourd'hui, à La vie est belle, on reçoit celui qui pose des questions à Dr Arruda et au premier ministre dans les points de presse, Louis Lacroix avec la grosse barbe. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, prenez 2 secondes pour commenter, vous abonner, suivre pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes également, influencer les algorithmes pour dire que non, c'est bien bon cette affaire-là, et ainsi d'autres personnes nous découvrent. Bonne rencontre. Balado, épisode 30. Louis Lacroix. 3, 2, 1. La limite que tu veux pas dépasser non plus. Je voulais pas voir ça. Voir quelqu'un qui s'est fait tuer, ça m'intéresse pas. Là. Je vais pas là pour ça. Moi, j'aime mieux faire des histoires sur la vie des gens que sur la mort des gens. T'sais. Mais les militaires, eux autres, sont exposés à ça. Eux autres, c'est évident que la situation est extrêmement difficile pour eux autres. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Louis Lacroix, salut! Salut, comment vas-tu? Ça va très bien. Quand je t'ai invité, t'as dit « Rien à dire, moi je suis pas intéressant ». Ben, c'est parce que j'ai vu les gens à qui t'as parlé, puis toutes des vedettes. Moi, je suis pas une vedette. Moi, je suis... À quoi? Lara Fabian, Pauline Marois, Louis Lacroix, c'est correct? Exactement. À quoi? Hein? Juste plus de poils. Oui, pas mal. Quand même. Je suis sûr qu'on va avoir du fun. Louis, je te connais peu, je te connais pas, mais ça fait longtemps que t'es comme dans mon... Ouais. Ma sphère. Le circuit, ouais. Puis avec ce balado-là, je fais un peu ça. J'invite du monde que j'ai envie de prendre une bière avec, puis finalement, c'est pas une bière, c'est des bulles. Ouais, c'est ça. C'est une excuse Ça de fait votre pareil. champagne. Il y a des bulles dans les deux. Exactement. Donc, pour les quelques personnes qui te replaceraient peut-être un petit peu moins, t'es le ZZ Top qui pose des questions à Legault dans les conférences de presse. C'est ça. Le méchant, là. Tu sais, T'as-tu l'impression que c'est ça que, tu sais, là, à la fin, là, tu sais, quand dans 150 ans, là, tu vas mourir, puis qu'on va mettre on va dire, lui, là, c'est le pas fin qui pose des questions à Legault. Ben, j'espère qu'on se rappellera pas juste de ça, parce que j'ai fait d'autres choses aussi. Mais c'est vrai que depuis un an, avec toutes les conférences de presse, puis l'importance que ça a eu, parce que c'est devenu un peu l'espèce de... La grand-messe. La grand-messe, le téléroman qu'on voulait suivre, évidemment, avec raison, à cause de la pandémie, tout ça. Puis les gens se sont... En fait, les gens ont découvert qu'une conférence de presse, des fois, c'est chiant. Ah, ben oui. Tu sais, une conférence de presse, c'est pas on tout. voit juste le reportage, nous. Ben oui, c'est ça. On est au restaurant, puis on voit l'assiette, mais on ne voit pas faire l'épicerie puis la vaisselle sale. Voilà. Si vous voyez dans la cuisine, en arrière d'un restaurant, des fois, ça brasse un peu aussi, puis des fois... Ça s'engueule. Ça s'engueule, puis ça. Ben, c'est la même image, tu sais. Alors, les gens ont été habitués ils pensaient que c'était une émission de télé, mais c'est pas une émission de télé, c'est des conférences de presse. Oui, écoute, ça a monté à 1,5. Tu sais, au début de la pandémie, là, quand on était tous en train de dire, coudonc, la Terre est en train de devenir plate, puis est-ce que, tu sais, là, c'est la fin du monde, ça a monté à 1,5 million. Ouais. On arrêtait de travailler, on se branchait là-dessus. Puis... Exactement, puis... Toi, tu étais un des personnages de ce téléroman-là. Ben, j'ai un style qui est un peu... comment dire? Je mets pas de gants blancs. J'ai jamais mis de gants blancs. J'en ai pas. Je sais pas c'est quoi. Alors, moi, dans les conférences de presse, je vais directement. Puis, je me gêne pas pour poser toutes les questions que je veux poser. Ce que les gens comprennent pas toujours aussi, puis ça, c'est normal parce qu'on fait un métier qui est particulier, c'est que moi, quand je pose des questions, je les fais parce que je fais un reportage. Donc, j'ai un angle, j'ai un sujet. Alors, souvent, les gens vont dire, ben pourquoi il pose cette question-là? Elle a déjà été posée il y a 15 minutes, puis là, il la repose, mais d'une autre façon, alors qu'il y avait eu... Parce que moi, je vais avoir une réponse de telle façon, etc. Les gens comprennent pas ça parce qu'ils ne voient pas des conférences de presse à tous les jours. C'est nouveau pour eux. Mais là, c'est de moins en moins nouveau, tu me diras. Là, mais c'était nouveau. Alors, les gens ont pensé qu'on était bien méchants. Mais moi, dire une chose, François Legault, et lui, il ne trouve pas méchant. Il nous trouve bien moins méchant dans la formule conférence de presse COVID qu'avant. Là, ben, c'est sûr, parce que, hey, santé, c'est sûr que là, vous êtes moins méchant parce que vous êtes en direct, vous êtes télédiffusé. C'est pas un scrum. Les scrums, ça, là, c'est la gang des pitbulls qui sautent sur le mollet puis ils mordent tout un petit bout pour... c'est du piranha, là, carré, en fait, les scrums, c'est un bel exercice. Moi, j'adore ça, les scrums. Oui, parce que c'est toi qui attaques. Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est toujours plus facile. Mais c'est que le scrum permet de faire sortir chez un politicien des choses qu'il n'aurait pas dites autrement. Parce que
Eux, là, avant d'aller devant les médias en temps normal, ils ont des lignes là, qui sont fournies par le parti. Ils ont des briefings. Ils ont des briefings, puis là, il y a ce qu'ils appellent le dry run. Là. C'est-à-dire que ils vont. Là, ça se pourrait que tel journaliste pose telle question, puis telle affaire, puis tel truc, puis telle autre chose. Moi, j'ai assisté une fois à ça de l'autre bord. Ouais. Je faisais un événement, j'animais des réinvestissements en culture, gouvernement Couillard. Puis je suis avec la ministre de la Culture de l'époque et Couillard, puis j'assiste vu que comme je suis animateur, je suis dans la salle, j'assiste au briefing de « OK, ils vont vous dire ça. S'ils disent ça, tu fais languer, tu réponds pas, passe la POC à l'autre, va-t'en ailleurs. Exact. C'est fou, là. Alors, le Scrum, l'idée du Scrum, c'est d'aller très, très rapidement parce que ça se passe comme dans un éclair, là. Les questions fusent à gauche, à droite, etc. Donc, le politicien n'a pas le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps de se rappeler la ligne qu'ils ont dit une demi-heure avant. Et c'est souvent là qu'ils vont sortir le fond de leur pensée, leur véritable pensée sur un sujet ou un autre. Alors moi, je trouve que l'exercice est intéressant et ça permet justement d'aller chercher une couleur que tu n'es pas capable d'avoir autrement en conférence de presse parce que c'est beaucoup plus formaté. C'est quoi le but? C'est quand même pas de faire une jampette puis de faire planter. Non. C'est d'avoir la vérité pour sortir de la cassette, c'est ça l'affaire? C'est ça, exactement. Mais on fait pas ça méchamment. Il n'y a pas de plan ourdi, n'est-ce pas, entre les journalistes, puis on est là, puis on se dit, hey, on va faire ça, puis on va le voir, on va le faire tomber. Non, pas ça, ça n'a rien à voir. L'idée, c'est d'aller chercher la spontanéité, puis la réponse spontanée, et c'est ça le but du Scrum. Alors, il y en a qui n'aiment pas ça, parce que souvent, c'est en surface. Évidemment, tu vas pas aller... c'est pas une entrevue de fond. C'est pas une entrevue de fond, là. Souvent, c'est en surface, puis ça nous met au travail, parce qu'il faut aller valider certaines choses, mais ça peut être un exercice intéressant aussi. Ça fait partie de la boîte à outils, mettons. Mais tu sais, de ce temps-là, et ça a commencé avec le début de la pandémie, il y a une espèce d'aura de protégeons nos politiciens. Ouais. Tout le monde le dit, la dernière job qu'on voudrait, ça à terre, c'est la job à Legault. Là. C'est inhumain d'avoir c'est cette responsabilité-là. Mais le 22 mars, toi, devant 1,5 million de personnes, tu as simplement dit, c'est pas grand-chose, là, j'ai la citation. Tu as dit, Monsieur Legault, hier, vous nous avez fait une petite cachette. Mais c'était vrai, en plus. Puis écoute, après, un ancien attaché de presse qui te dit, tu sais, public, là, écoute, leur job est tellement difficile, va pas là, Louis. Ça veut dire qu'il y a une partie du monde qui aurait espéré que les journalistes, vous transformiez en machine à photocopie, c'est ça, qui prennent les paroles puis qui les amènent en ondes. Et ça m'a valu, je vais te dire. Je suis retourné là, en te stalkant sur Facebook, je suis retourné dans les réseaux sociaux. Je sais pas combien. Dans ces dates-là, c'est le délire. C'était le délire complet. J'ai même été obligé de faire une espèce de... Je me suis senti obligé de faire une espèce de mise au point. Mais ce que je voulais dire à ce moment-là, puis c'est que la veille, ils avaient passé un décret qui limitait en fait, la libre circulation des gens au Québec, là, qui limitait leur droit jusqu'à un certain point. OK, là, c'était le début, les régions mettaient des barrages. Exactement, puis bon, on disait aux gens de rester chez eux, puis on pouvait pas... Alors, c'est une limitation aux libertés individuelles comme on n'avait jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, même des gens avaient dit, même les années 70, c'est pas vrai, pas en tout. Mais non, il fallait reculer jusqu'à pendant la Deuxième Guerre. Alors moi, je trouvais que ça valait... Tu sais, il me semble qu'ils auraient pu le dire quand ils ont passé le décret la veille, tu sais. Alors, ils l'ont pas dit. Alors moi, j'ai dit, hier, vous en avez passé une petite vite, tu sais. Alors, M. Legault, il était pas offusqué de ça du tout, tu sais. Puis, mais les gens se sont déchaînés parce que c'était au tout début de la pandémie, les premières conférences de presse là-dessus. La première, je pense, c'était le 12 mars. Là, on était rendu quelques jours plus tard. Alors, les gens étaient encore accrochés aux lèvres de M. Legault parce que tous les jours, on ne savait pas ce qu'il allait avoir de nouveau en termes de restrictions, de fermeture, etc. Alors, ça a été difficile, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. C'est là que tu es devenu le pas fin. C'est ça, exactement. Dans les yeux de certaines personnes. Ouais. Écoute, j'ai entendu des lignes ouvertes là, sur devrais-tu, devrais pas. Ouais. C'était fou. Ça a été, je te dirais, 48 heures intenses, mettons. Ah, boy. Là, on est quasiment un an plus tard. Qu'est-ce que ça a changé dans votre job, la COVID? Outre le fait que là, vous travaillez sans filet en direct, mais vraiment, tu sais, on vous voit poser des questions. Ça a changé plein de choses. Première des choses, on a beaucoup moins d'accès au gouvernement. Tu sais, le travail des journalistes sur la colline parlementaire, c'est un travail qui est essentiel. D'abord, il faut comprendre que les journalistes sur la colline parlementaire font partie de l'Assemblée nationale. Nous autres, on est... T'as ta carte. J'ai ma carte de l'Assemblée nationale, on fait partie de l'Assemblée nationale. On n'est pas des
On n'est pas des visiteurs, on fait partie de l'Assemblée nationale, de la machine démocratique du Québec. Parce que c'est nous autres qui posent les questions. Dans la balance du pouvoir, dans la balance vous êtes du pouvoir, là. on est là, à quelque part. Or, depuis la pandémie, il y a 37 élus seulement à la fois qui viennent au Parlement. Puis avant, on pouvait se promener un peu partout dans le Parlement, puis croiser les ministres, leur poser des questions, croiser les députés. Alors Faire comme le journaliste dans le District 31, là, traîner dans le poste de police. Exactement, mais on fait pareil au Parlement. Moi, je fais ça tous les jours. Tu sais, puis là, tu rencontres quelqu'un, puis tu poses des questions, puis là, tu fais... Alors ça, on peut presque plus le faire, parce que les ministres sont plus là. Hey, Louis... Ah ben oui, mais il y en a qui... Exactement. C'est de même que ça fonctionne, tu sais. C'est d'établir des liens de confiance avec les gens, puis de leur poser des questions, ou souvent de confronter les ministres qui vont passer devant toi. Tu as des questions sur un tel autre sujet, etc. Or, on ne peut plus faire ça aujourd'hui parce qu'on les croise plus, les ministres. Ah, puis c'est assez dur des poignées en Zoom, là. Ben là, c'est ça, exactement. Alors, il y a moins d'accès qu'on avait. On peut plus maintenant faire les scrums comme les scrums sauvages, un peu là comme... à 2 mètres avec des bâtons de hockey. C'est ça, là, on peut plus vraiment le faire. Là, ce qui se passe, c'est que les chefs de parti viennent à un lutrin, puis là, ben, ça a pris la forme de mini-conférences de presse. Les ministres, maintenant, on leur parle. Quand le gouvernement nous les envoie, on demande souvent d'avoir des accès. On les a pas tout le temps, etc. Bref, ça a tout changé au niveau de notre travail. La job a changé en tant que telle. Et il faut beaucoup plus se fier aux sources qu'on a, aux contacts qu'on établit au fil des ans. Pour des vieux comme moi, ça va parce que ça fait des années que je suis dans le Parlement, fait que j'ai à peu près le numéro de téléphone de tout le monde. Mais pour certains journalistes qui arrivent, qui n'ont pas encore établi tous leurs contacts, ça peut être plus difficile. Et donc, ça rend le travail plus difficile. Et donc, l'information qu'on peut donner est fait que là, t'as des jeunes journalistes qui t'appellent, OK, mon oncle va être fin, il va te le donner le numéro. Ouais, mais moi, je le fais. Moi, je me fais un devoir d'aider les jeunes journalistes. Il y a des trucs qu'on peut pas faire. Là, il y a des numéros de téléphone. J'ai le numéro de téléphone de François Legault dans mon téléphone. Là. Je donnerai pas ça à n'importe qui. Là, on se comprend. Alors, mais je me fais un devoir d'aider les jeunes journalistes parce que qui arrivent, surtout quand ils arrivent à la tribune, parce que c'est pas facile, d'une part. Puis c'est la relève. C'est des gens, moi, dans 10 ans, je suis plus là. Alors, ça prend des gens pour prendre la relève. Il faut que ces gens-là soient bien renseignés, qu'ils aient des contacts, etc. Alors, jusqu'à quel point c'est une légende urbaine, les bars de la Grande Allée? C'est pas une légende urbaine. C'est moins vrai maintenant. Parce que, d'abord, les bars ont à peu près tous fermés. Ouais, là, mais même avant la COVID... Oublions cette année, là. Oui, mais même avant la COVID, ouais. Tu sais, à Québec, pour les gens qui connaissent un peu le centre-ville, c'est décentralisé au fil des ans. Il y en a un bout qui est rendu à Sainte-Foy, puis il y en a un bout qui est rendu à rue Saint-Joseph, ça. Mais il y a encore des endroits à Québec où un mercredi soir, tu peux rencontrer des gens. Il y a certains restaurants qui sont... privilégiés, là, parce que souvent, il y a des espèces de petits salons, ils se regroupent en salons, etc. Mais oui, ça existe encore. Ça existe encore. Et puis beaucoup de députés viennent de l'extérieur, donc le soir, ils sont loin de la famille, ils vont manger au restaurant, des fois après une bouteille de vin, puis le fun de jaser. Oui, exactement. C'est ma technique, moi, gars, je te saoule pour te faire jaser. Là. On fait pas ça à jeun, là. Voyons donc. En tout cas, je pourrais dire un paquet de trucs, mais je vais en prendre une gorgée. Non, mais vas-y. Non, mais c'est parce que c'est moins vrai maintenant, mais pendant des années, il y a eu des politiciens à Québec qui avaient 2 vies. Là. Il y avait une vie dans leur comté, puis il y avait une vie à Québec. Là. Ah oui, non, je veux dire, écoute, au tournant des années 2000, vraiment, on a changé de millénaire dans tous les sens du terme. Là, maintenant, c'est beaucoup moins vrai, là, mais pendant quelques années aussi, il y a des gens qui avaient des profils sur Tinder, là, puis qui étaient agents d'assurance 3 jours par semaine. Là. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Alors... on augmentait la population à Québec. Ouais. Mais il y a eu, évidemment, certains événements qui sont survenus qui ont fait en sorte que maintenant, c'est beaucoup plus surveillé, d'une part, par Puis les en même temps, partis. t'as l'arrivée plus massive des filles. Oui, exactement. C'est que c'est un boys club. Tu sais, une gang de boys club, on se dit les vraies affaires. C'est une gang, c'est une chambre des joueurs. C'est ça. Fait Mais des fois, même l'ambiance, l'arrivée des femmes en plus grand nombre au Parlement,
a fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de mononcles, je te dirais, là. Parce que des députés mononcles, il y en a eu beaucoup. Puis pas juste des députés, là, des gens dans l'entourage des députés aussi, des gens qui avaient des attachés de presse, puis des conseillers politiques, etc. Il y avait beaucoup de mononcles, là. Pendant des années. Moi, je me souviens au début, là, on en croisait, c'était pas toujours drôle, là. Et maintenant, ça c'est beaucoup... il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a été faite par l'Assemblée nationale aussi sur, entre autres, l'intimidation qu'il pouvait y avoir, le respect aussi qui a été jusqu'à un certain point imposé. Là, parce que... Même, parce que, tu sais, ça va loin. Là. J'ai l'impression que des fois, quand on regarde les débats, j'ai l'impression qu'on est rendu avec un épiderme qui est rendu hyper sensible. Je peux pas dire pas fin, ça devient un terme non parlementaire. Puis... Oui, non? Il y a 182 mots en ce moment qu'on ne peut pas dire au Parlement parce que on a décidé que ça pouvait être vexant, que ça pouvait être comment dire, rédauteur. Oui, mais des mots genre pour moi, blette, tu peux pas dire blette. Ouais. Puis, tu peux pas dire girouette. Au Parlement, parce que à un moment donné, Jean Charest avait reproché à Mario Dumont d'être une girouette. Alors là, parce qu'il changeait d'idée. Parce qu'il changeait, c'est selon lui. Alors là, le président a dit mais là on peut plus dire ça maintenant. Il faut dire. On a mis ça. Je trouve que vous changez d'idée. C'est ça, exactement. Trouve autre chose de moins blessant ou de. Alors, mais ça a changé. Et il y a une autre évolution qui a eu lieu aussi, il y a 4 ou 5 ans. T'as plus le droit d'applaudir maintenant à l'Assemblée nationale. Avant, là, quand un député un ministre finissait une question, il se faisait applaudir. C'est ça. Let's go! Ça faisait un peu colon, là, tu sais. C'est vrai. Alors, on a décidé d'éliminer ça parce qu'il y avait souvent beaucoup de commentaires qui fusaient d'un bord puis de l'autre. Ça amenait une espèce d'escalade verbale un peu ridicule, puis on s'éloignait du sujet de « Hey, on parlait d'une loi, là. » Oui, exactement. Ou souvent, il y avait des questions qui étaient délicates, puis là, tu avais le monde qui se levait, puis ça frappait ses bureaux, puis ça applaudissait. Puis ça, comme d'un aréna. Comme d'un aréna. Puis, tu sais, en groupe, les gens sont jamais plus intelligents que tout seul. Hein? En groupe, on a 7 ans d'âge mental. Fait que tu veux pas que l'Assemblée nationale, tu veux pas être dirigé par des gens qui ont 7 ans d'âge mental. Là, exactement. Alors, il y a des règles qui ont changé comme ça, qui ont fait en sorte que, remarque, ils disaient encore des choses. Les insultes peuvent fuser à l'occasion. Là, pas plus tard que la semaine dernière, Simon Jolin Barrette a donné un coup de poing sur le bureau. Oui. Des choses qui ne sont pas. Des choses qui ne peuvent pas être tolérées à l'Assemblée nationale, je pense. Qui ont dû se faire pendant des millénaires, mais là... C'est ça. Là, maintenant, on ne peut plus faire ça. Tu as l'impression que, là, on parle... Je serais curieux qu'on analyse, puis des gens ont dû le faire, le pourcentage du temps d'antenne consacré au sujet de la COVID. Pourtant, l'État continue à rouler. Les ministères roulent. Ouais. Moi, comme citoyen, j'ai une crainte présentement. C'est comme si... il n'y avait plus de presse, puis la presse, c'est le quatrième pouvoir. Ouais. Le quatrième, moi je suis mêlé, c'est le quatrième. Et puis des fois, c'est même pas le quatrième, on pourrait le monter parce que quand on est proche puis qu'on mord le mollet, j'ai l'impression que j'ai peur qu'il y ait des parties présentement qui sont en train de se faire, qu'il y a des règlements qui changent, qu'on les voit plus ou moins. Tu sais, regarde ce qui va se passer, là. Montréal, on va nous passer un train en plein milieu de René Lévesque, devant le pied du courant, un endroit historique. Puis on n'a pas le temps de s'occuper de ça, fait que tout va se faire, puis on va avoir un train, puis ça va être là. Mais t'as raison d'avoir... Moi, c'est aussi une des craintes qu'on a, nous autres, qu'on a manifesté également la tribune de la presse. Je suis un ancien président de la tribune de la presse. Je suis encore sur le conseil d'administration. Puis, justement, ce qu'on se racontait tout à l'heure, le fait qu'on ait moins d'accès au pouvoir, aux ministres, ça fait en sorte qu'il y a moins de ces reportages-là qui sont faits. Parce que, bien souvent, tu sais, t'as beau avoir une information, c'est pas bad d'avoir accès au ministre ou... souvent, ça va être plus fastidieux, ça va être plus difficile de faire avancer cette nouvelle-là. Ou peut-être même juste de réussir à vendre ta nouvelle à ton équipe. Exactement, c'est ce que j'allais dire aussi. Les nouvelles, c'est un show de TV, ça dure tant de minutes. C'est ça. Puis là, t'arrives à dire, ouais, mais là, le milieu humide à Saint-Wensley, gars, j'ai pas de temps là-dedans, ou j'ai pas une page dans le journal, fait qu'oublie ça. Combien de fois j'ai eu cette discussion-là
avec le pupitre à Montréal, tu sais, j'avais une information au cours de la dernière année, puis je disais, ben ça, c'est intéressant comme information, puis tout ça. Mais je la sortirai pas aujourd'hui parce que François Legault fait un point de presse à 17h. Fait que si je te sors ça à 4h, là, Hey, tu te fais laver. Là. ben là, après ça, il n'y a plus personne qui va en parler parce qu'évidemment, tout le monde veut savoir est-ce qu'on va être confiné, est-ce qu'on va être déconfiné, est-ce que les restos vont ouvrir, etc. Et il suffit qu'ils annoncent qu'on ouvre les restos, c'est fini, ma nouvelle, là, on n'en parle plus. Là. Alors, on m'a passé le popcorn, on en a pour 2 semaines. Exactement. Alors oui, il y a de ça aussi. Il y a beaucoup de... Nos autres sujets sont plus durs à vendre. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire avec la partie de la population qu'on est en train de perdre? On est clairement en train de perdre du monde. Ouais. La Terre est rendue plate. Il y a du monde qui pense qu'en se faisant mettre un coton-tige dans le nez, c'est la 5G. Ah, tu parles des... Oui, dans la population, j'ai l'impression qu'avant la COVID, on était comme pas mal, grosso modo, dans un pain. On était un peu à gauche, à droite, un pas pour, contre. Et là, je sens des clivages. Il y a du monde qui envoie de l'argent à Tadros à l'autre bout. Là, j'ai peur à ça. Puis ce que j'aime pas, c'est que ces gens-là, c'est... Ouais, oui. Mais ils se manifestaient moins parce que, ben d'abord, il n'y avait pas la facilité des médias sociaux. Aujourd'hui, n'importe qui là, peut publier des informations, qu'elles soient fausses ou de moins en moins, il y a un pseudo-ménage qui est en train de se faire. Mais il n'est pas encore fait, tout à fait. Mais si n'importe qui veut dire, ben moi, je crois pas à ça, le port du masque, ou je crois pas à ça, les mesures sanitaires, etc., tout le monde a une tribune. Ils peuvent aller sur Twitter, ils peuvent aller sur Facebook, puis ils peuvent s'épancher tant qu'ils veulent. Sur Facebook, là, tu peux t'épancher à plus soif. Là. Alors, tout le monde a cette tribune-là qu'ils ont découverte. Avant, il fallait que tu essaies de convaincre un journaliste de parler de ton histoire. Alors, ils étaient peut-être plus cachés, mais je pense que la facilité des médias sociaux a favorisé, si on veut, leur prise de parole. T'sais. Mais ils étaient là, ces gens-là, avant. Là. Ouais, ben, j'ai l'impression, tu sais, la joke de fais tes recherches, là. Ouais. Veux pas, même si on veut pas, on finit. Puis quand je réfléchissais avant de te recevoir, je dis, hey, je suis en train d'y faire mes recherches. Moi, à l'occasion, comme citoyen, là, je me renseigne. Qu'est-ce que moi, François Charon, qui a des cours de diction, qui est un animateur de radio qui a mal viré, qui se débrouille un peu en technologie, puis c'est rien que ça, mes compétences, là, et ma formation... Je suis en train d'avoir des opinions sur la COVID, des fois. Puis là, qu'est-ce que tu fais là, toi? On est tous devenus des épidémiologistes et puis de pacotilles. Écoute, une fois par semaine, avec les beaux-parents, on se fait un zoom, on jase, là. Puis on a toujours limite à avoir un petit fight. Puis c'est complètement ridicule parce qu'eux, ils connaissent rien là-dedans. Puis moi, je connais rien là-dedans. Mais on a des opinions. Ouais. Qui on est pour avoir des opinions là-dessus, dans le fond? Ouais. Mais tu sais, on a toujours eu, là. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, mon père et mon grand-père, ils se prenaient sa politique. Tu sais. C'est des rouges, des bleus. C'est ça. Ils étaient des grands spécialistes de la politique, eux autres aussi. Mais tu sais, t'as le droit d'avoir tes opinions puis d'analyser tes affaires. Moi, je pense que la limite, c'est quand ces opinions-là font en sorte que tu ne respectes plus les règles. Tu sais, en ce sens que si la santé publique, si le gouvernement dit « fais pas ça », il y a une raison. Tu sais, en ce moment, là, je comprends que des fois, on peut se dire « ben, on peut remettre en question ces raisons-là ». Mais à partir du moment où, à un moment donné, tu dis « ben, regarde, moi, je ne mets plus le masque dans les magasins, puis ou dans les... puis je respecte plus ça, moi, les règles sanitaires, puis tout ça, puis le 2 mètres, puis etc. » Là, je pense que ça devient dangereux. Mais tu as le droit d'avoir des opinions, puis tu as le droit de les exprimer aussi. Tu peux être contre, chiale, mais mêlé. C'est ça, exactement. Fais livrer. C'est ça, puis peut-être que ta voix va être entendue puis que tu vas réussir ultimement à faire changer le gouvernement d'idées, là. Peut-être que c'est... Mais ça, en démocratie, c'est sain, ça, je pense, de prendre une pancarte, sortir dans la rue à 10 000 puis dire, ben là, ça n'a pas de bon sens, telle affaire. Ben peut-être que tu vas avoir une résonance. Mais si tu restes chez vous puis tu dis, moi, je le fais plus, puis tu convaincs des gens puis tu embarques des gens dans ta suite à ne pas respecter les règles, moi, je pense que c'est là, à un moment donné, que ta liberté finit. Le premier soir où ceux qui ont des chiens pouvaient sortir après 20 heures, puis qu'une fille qui a sacré un collier après son chum, puis sont sortis de voir. L'humain est rempli d'imagination. Ah, ça, écoute, pour contourner les règles, on peut tout faire. Ils ont été à la boutique Séduction dans l'après-midi, ils se sont équipés. C'est ça, exactement. Les stats, boy. Mes invités, je leur fais toujours faire un profil psychométrique pour mieux les comprendre, voir la nature. Puis, quand j'ai reçu ça, je fais « Hey boy, OK! Hey, le monsieur, il a de l'énergie. » Le principe, c'est qu'on est composé de couleurs.
à différents degrés, puis c'est ce qui façonne notre personnalité. Le rouge étant la couleur de la proactivité, d'être directif. Hey, t'as 96 de rouge. Sur 100. Fait qu'écoute, on dit un grand besoin d'être proactif, de relever des défis, affronter des situations avec assurance, directivité. Fait que toi, regardez le PM, tu poses une question. Non, ça me dérange pas. Qu'est-ce que ça fasse? Non, moi, ça me dérange pas. Poser n'importe quelle question au premier ministre, ça me dérange pas. Puis toi, un problème égal, OK, on trouve une solution. Je dirais pas des enneries. Non, on se comprend. Mais je me gênerais pas à poser. Tu sais, il y en a qui sont gênés. Moi, je me gêne pas. J'ai une question à poser. Puis c'est toujours ce que j'ai dit aux jeunes. On parlait des jeunes journalistes tout à l'heure. Tu sais, souvent, ils sont gênés de poser des questions. Ils disent, ouais, mais peut-être qu'elle est niaiseuse, ma question. C'est pas important, ça, être niaiseuse, ta question. Toi, c'est un texte à faire, là. Puis tu comprends pas la situation, puis pose-la ta question. Tu vas avoir l'air bien plus niaiseux, assis en arrière de ton clavier, en train d'écrire ton texte ou faire ton reportage, puis de pas avoir l'information que tu aurais dû demander. Là, tu dis, ah, donc dû le demander, tu sais. Alors moi, c'est ça, mon approche, c'est ça. Je le sais pas, je veux le savoir, je pose la question. Tu sais, je peux pas le deviner, là. Alors, je fais ça, puis je suis pas... écoute, j'ai déjà demandé à... j'ai déjà demandé à un député qui avait eu des problèmes parce qu'il s'était endormi pendant la période des questions. OK. J'ai déjà demandé s'il faisait de l'apnée du sommeil, puis c'était quand son rendez-vous avec le médecin, tu sais. En Scrum, à TV, à RDI, je savais même pas qu'on était. Alors, tu sais, j'ai demandé à François Legault s'il croyait en Dieu. Souviens-toi de ça? Oui. Il y a 2 ans, à peu près, 1 an et demi, j'ai demandé à François Legault, Monsieur Legault, croyez-vous en Dieu? On est en plein débat sur la laïcité, puis tout le monde me regardait en voulant dire, voyons, pourquoi tu poses cette question-là? Ça teinte? Ben, je veux savoir, moi. S'il croit en Dieu ou mettons qu'il est très, très, très croyant, est-ce que ça peut teinter son jugement sur une loi sur la laïcité? Alors, je pense que c'est des informations qui sont pertinentes, en fait, que moi, je voulais savoir. Mm-hmm. Alors, j'ai posé la question. François Legault a très bien répondu, d'ailleurs. Il a dit, je vais vous répondre demain. Parce qu'il a voulu réfléchir à son affaire. Il est revenu le lendemain, puis il a répondu à ma question. Puis, alors, moi, je me gêne pas de poser des questions. Moi, j'ai besoin d'une réponse, je la pose. Ben, c'est sûr que tu y vas, parce que, bon, le rouge proactif, directif, puis ta deuxième couleur prédominante à 75, c'est le jaune. Le jaune, c'est le désir d'influencer, communiquer, à la recherche du plaisir, d'avoir du fun. Fait que, tu sais, un rouge-jaune, si ça décide que ça jase, ça jase. C'est ça, exactement. Ouais. Ça demande pas la permission. Non. Puis je suis assez impulsif aussi. Je me gêne pas. Oui, souvent ça me joue des tours. Mon impulsivité peut me jouer des tours, tu sais. Mais c'est pas grave. J'assume ça, puis on s'essuie les mains pour on repart. Ce qui te donne encore plus de drive, c'est le fait que, on va aller rapidement dans les couleurs, là, ton vert, il est à 21 sur 100. Donc très bas. Le vert, c'est quoi ça? Le vert, c'est... Par rapport à la rapidité, tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de verre va aimer faire les choses une à la fois, travailler vraiment en équipe. Puis le bas comme toi, tendance à provoquer le changement, multitâche, impatience, impulsivité. Ouais, ça va pas à ma vitesse. Surtout avec le rouge de même, là, toi, tu dois te taper du pied des fois. Ah ouais! Tout le temps. Ouais. Et l'impulsivité, ça, c'est sûr. Souvent, devant... Tu sais, des fois, après ça, je me dis, j'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu plus, tu sais, puis poser la question autrement ou tout ça, mais des fois, ça sort tout seul, tu sais. Des fois, des fois, devant une situation, une injustice ou quoi que ce soit, faut que ça sorte, puis il faut que je pose la question, puis souvent, ça bouscule. Je dirais pas que ça heurte, mais ça bouscule, à tout le moins. Puis, tu dois avoir un côté un peu défenseur de la veuve et de l'orphelin, parce que quand on regarde les motivations, t'entends le 4 qui sont vraiment super fortes. L'esthétisme, tu veux dire que t'aimes les belles affaires, t'aimes ça quand c'est beau, mais en même temps, la croissance personnelle, que l'humain évolue, que l'humain avance, ça, c'est quelque chose qui est important pour toi. Je suis très sensible. J'ai une hypersensibilité. J'écoute un reportage sur un chien je vais pleurer, c'est sûr. Puis je suis assez créatif aussi. Moi, j'ai une formation de graphiste. Puis je peins beaucoup, je fais des trucs. Alors, je m'exprime de cette façon-là. Je suis très, très, très... j'aime ça être dans un environnement qui est esthétique, qui est beau, etc. Alors, ça façonne un peu ma personnalité aussi. Ce qui caractérise les gens qui ont l'esthétique élevée, c'est des gens qui peuvent se fier à leurs intuitions. Ouais. C'est des gens je sais pas pourquoi, mais il faut y aller, il faut le faire, on y va.
Ouais. Disons pas un rationnel comme tu sais, on peut s'imaginer rationnel, mais de voir que il va au feeling, on conduit au feeling. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des moments aussi pour se laisser emporter par nos sentiments ou nos intuitions. Puis il y a d'autres moments pour être plus rationnel. Moi, s'il y a une chose que puis ça, j'ai toujours jamais compris pourquoi, mais moi, aller dans un budget à chaque année où tu étudies en quelques heures des piles de documents, j'adore ça, je mange ça. Ah oui, mais t'as le cognitif à 68. Fait que toi, apprendre, comprendre, lire, là, puis moi, je dévore ça, tu sais. Puis souvent, on parle, là, ils viennent me voir, qu'est-ce que tu as vu là-dedans? Puis là, ben, mais ça, c'est important. Puis ça, tu sais, être capable de départager les affaires. Quand on en a fait beaucoup ici, on sait où regarder, là, évidemment, forcément. Ouais. Alors ça, c'est des trucs qui m'allument, là, tu sais, d'être capable de voir la faille dans... Pas juste le beau côté, parce que c'est souvent ce qu'on nous présente, mais la faille, là, où ça marche pas dans ce que tu m'as présenté, là, tu sais, là. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand je m'amusais à faire mes petites recherches, j'arrive sur ton profil LinkedIn, tu fais « Hey, mon Dieu, il a déjà pas eu de barbe, lui, là! » T'as pas encore changé ta photo sur ton LinkedIn? Hey, je pense que ça fait 2 ans que je suis pas allé. T'as l'air d'un enfant, pas de barbe! Oui, je sais. C'est pour ça que j'y vais plus. Qu'est-ce qui a motivé le changement de look? Oh, mon Dieu. Ce changement de look-là est arrivé, je te dirais, à la campagne électorale de 2012. C'est un concours comme dans les séries, on se rase pas. Je sais, exactement. On était dans les autobus de campagne, puis à un moment donné, tu sais, tu dis, bon, tu laisses aller, puis ça pousse. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme de la mauvaise herbe, des affaires-là. Mm-hmm. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours regardé. Je sais pas pourquoi. J'ai décidé que ça... Puis à quelque part, ça donne un petit look, j'allais dire, ça peut impressionner un peu. Tu sais, quand ça fait partie du personnage un peu bourru, un peu comment dire, fonceur, frondeur, etc. Puis ça fait partie de tout ça. C'est un mélange de moteur, de ZZ Top, de Doc Mayou, en journaliste. Ouais. Fait que tu fais, OK, on va attention, monsieur. Là, tu sais, ça crée un personnage, effectivement. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de ça. Clairement, quand on se met à faire des recherches sur toi, bon, je suis pas une vedette, hein, mais malgré tout, tu es dans l'univers médiatique depuis un sacré bon bout de temps. 35 ans. On voit fuck all sur ta vie privée en ligne. Non, nulle part. C'est comme s'il y avait là des murs de briques multicouches de garde. Ouais. On va pas là. Non. C'est pas ma job. D'abord, tu as vu mon Facebook, évidemment. Oui. Là, puis, je mets pas grand-chose de familial ou quoi que ce soit. Je suis très, très... Tu sais, souvent, je vais publier des choses des articles, des trucs du genre. La seule exception que j'ai fait, c'est avec mon fils Pierrick, qui est aussi dans les médias, qui est animateur de radio. Qui roule dans les traces à papa. Il est dans Charlevoix, il fait de la radio. Voilà. Et puis bon, il y a eu son fils a eu des problèmes de santé. Puis j'en ai, tu sais, là, je me suis peut-être ouvert un peu là-dessus pour justement parce que lui, ça lui faisait plaisir, ça lui faisait du bien aussi. Puis c'était, mais à part ça, il n'y a rien. Tu verras pas de photos. Ah non, mais quelle photo de ma blonde, il n'y a rien de ça. C'est moi qui vais me déguiser en journaliste. Je te croyais jusqu'à la phrase que tu viens de dire il y a quelques instants. Tu fais, ça lui faisait plaisir à lui. Là. Ouais. Hey, t'es grand-père. Ah oui, non, mais tous les grands-pères que je connais là, deviennent de la pâte à modeler. Ben, tu vois mon iPhone, j'ai à peu près 800 photos de mes petits-enfants. En plus, tu dis que t'es broyard. Fait que là, écoute, je veux dire, c'est sûr que dans l'aventure que vous avez vécu, bon, de raconter aux gens, sans rentrer dans les détails familiales, mais quand même, c'est un événement de vie. Ça a été public en bonne partie. Il y a près de 2 ans à peu près? Un an et demi. Ouais. La plus belle nouvelle au monde. Écoute, t'es grand-papa, petit Miro sort, il est cute, tout le kit. Puis quelques semaines après? Miro est né... ça a été toute une aventure parce que Miro est né le 26 juin 2019. Une semaine après, il était diagnostiqué avec une méningite, mais grave, là, très, très grave. Pas une virale, là, une grosse méningite, la pire. On a été là-dedans pendant à peu près, je te dirais, 3 semaines, 1 mois. Puis une fois qu'il a été guéri de la méningite,
pendant des tests pour voir, parce que son foie était enflé, puis le médecin pensait que c'était à cause du médicament qu'on lui donnait, que ça aurait pu avoir une réaction sur son foie. C'est moi qui étais avec Marianne, la blonde de mon fils, la mère de Miro à l'hôpital, parce que Pierrick travaillait cette journée-là, puis on s'attendait pas à ce qu'il y ait rien de grave. Et en faisant une échographie du foie, ils se sont rendus compte que le foie était plein de métastases. Alors, le petit avait ce qu'on appelle le neuroblastome. C'était un cancer de stade 4 qui s'est attaqué au foie et aux os. Alors, c'était urgent qu'on le traite. Et puis, s'en est suivi, je te dirais, une année de haut et de bas, de visite à Sainte-Justine, greffe de cellules. Ils sont dans Charlevoix, eux autres, Charlevoix. Du char à voie. C'est ça, puis le CHUL, puis en tout cas, ça a été une... Puis la COVID à travers ça? Ben, la COVID, on l'a pas eu, heureusement. Non, mais je veux dire, vivre ça en temps de COVID. Exactement, mais ça, je dois dire, par contre, que pendant la période où la COVID s'est développée, là, les rendez-vous étaient tous au CHUL, au Centre Mère-Enfant à Québec, au Centre Charles Bruno aussi à Québec, là, qui est une extension de Sainte-Justine. Et le personnel a été extraordinaire, là, où c'était aseptisé de A à Z, où ils avaient vraiment dit c'est un hôpital pour enfants. Pas vrai qu'on va retarder les traitements pour les enfants. Il y a eu des traitements d'immunothérapie pendant toute cette période-là, alors que, évidemment, c'était une période qui était risquée, là, avec la COVID. T'as un enfant qui est complètement immunosupprimé, puis alors, ça s'est très, très, très bien passé. Moi, chapeau au personnel puis aux gens qui s'en sont occupés. Ça a été fait que, tu sais, on disait tantôt, tu t'es un rouge-jaune, il y a un problème, let's go, on y va. Tout ça est arrivé, puis ça a sorti un super-héros en toi, puis t'as fait, regarde, on va arracher on va arracher le ciel. Ben moi j'ai pas fait grand-chose. C'est les parents qui s'en... Moi, tu sais, comme grand-parent, comme grand-papa, tu sais, quand c'est ton enfant qui est malade, ben là, tu t'en occupes. Je veux dire, t'as pas le choix. L'enfant est malade, faut que tu t'en occupes. Et ça, les parents ont fait ça de façon exemplaire. Sauf que ça prend quelqu'un pour s'occuper des parents. Tu restes un papa toute ta vie. Alors... Moi, je me suis occupé du père puis de la mère. Ben, je me suis occupé de l'enfant aussi, mais je veux dire, mon enjeu principal, c'était de m'assurer que Marianne et mon fils soient corrects, qu'ils passent bien à travers ça. Pour qu'ils puissent se concentrer sur leur job d'aider Tipou. Exactement. Puis qu'ils soient, tu sais, quand il y avait, je me souviens, le jour où on a appris que Miro avait le cancer, évidemment, on a appelé Pierrick. Puis là, il a dit, ben là, il faut que tu t'en viennes. Alors, il est parti de Charlevoix, puis il s'en venait, puis tout le long, dans son auto, il pleurait, puis il frappait sur le volant, puis il était en colère. Ah, t'es en crise contre la vie. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot, là. Lui, il était en colère. Puis là, alors que Marianne, elle, réagissait tout autrement, Marianne disait, bon, OK, parfait, c'était un autre défi, ben on va se battre. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? On va se retrouver, trousser les manches, puis on va se battre. Alors moi, j'ai pris Pierrick à part, puis j'ai dit, mon homme, t'as le droit d'être fâché. T'as le droit d'être triste. T'as le droit d'être en maudit contre la vie. T'as le droit de crier après la vie, après l'injustice, après n'importe quoi. Mais là, on va sortir dehors. On va aller prendre une marche. Puis fais ça. Puis sors tout ça. On va se trouver un mur de briques. Exact. On va se péter les jointures s'il faut. Mais quand on va rentrer à l'hôpital, l'énergie, il faut que tu donnes à Marianne, puis aux petits, puis à tout le monde, c'est une énergie positive. Parce que si t'arrives avec cette énergie-là, ça marchera pas. Ouais. Tu vas trouver ça dur, puis tu vas... Alors, puis il a compris ça, puis il a dit, t'as raison. Puis moi, je pense que c'est à ça que ça sert dans ces circonstances-là, un grand-père. Tu sais, tantôt, on parlait des réseaux sociaux, le côté sombre, l'aventure de Miro, puis de ton gars, puis de sa blonde. Moi, mon quasiment... refait croire aux réseaux sociaux. Dans le sens que, tu sais, quand des gens vivent une épreuve si grande que ça, puis ils ont choisi de le vivre en partie en public, puis ils choisissaient bien ce qu'ils plaçaient là, en public, de voir les gens, l'encouragement. Moi, je me suis pris d'amour de Miro. Les gens ne me connaissent pas, cet enfant-là. Puis pour vrai, c'était... Tantôt, on parlait de téléroman, là. Ouais. C'était quasiment comme une télé-réalité où là, il est rendu là, puis tu souhaites, et je me suis pris souvent à souhaiter qu'il aille bien. Ouais. Tu sais, dans l'idée de, tu sais, on est un peu ésotérique, tu sais, si on envoie tout le monde collectivement des énergies positives,
ça va peut-être aider parce qu'il est quasiment miraculé, Tipou, là. Écoute, c'est un cancer stade 4. Ouais. Puis il va bien, là. Là, il est en rémission. On a passé la semaine dernière, parce qu'à tous les 3 mois, pendant 5 ans, il va être suivi. Ouais. Vous allez passer les examens, c'est parfait, là, tout est beau. Il bouge, il est taillissable. Puis... Mais tu vois, ça, c'est le beau côté, je pense, des médias sociaux. Pas juste les mauvais côtés des médias sociaux. Il peut y avoir des belles choses aussi. Et je pense que Pierrick et Marianne, ils avaient besoin de cette espèce de dose de... Tu sais, t'es tellement maudit quand ça t'arrive, tu trouves... Tu sais, il y a différentes façons de réagir. Il y en a qui vont se refermer. Eux autres, ils avaient besoin de se faire dire « Lâchez pas, on est derrière vous, on vous aime, puis tout ça. » Alors, ils l'ont vécu comme ça. Ils ont choisi de le partager. Ils n'ont pas tout partagé. Non. Et Marianne a un jugement extraordinaire, puis Eric aussi. Mais il y a des bouts qu'ils voulaient partager avec les gens. Et ça leur faisait du bien. T'sais. Puis, mais même à ça, il y a eu des niaiseux. Il y a eu des épais qui ont allé faire... Mais tu sais, ils ont fait du ménage, évidemment, ils les enlevaient. Mais il y en a des épais. Il y a des gens qui ont fait des commentaires. Attends, stop. Un bébé qui vient venir au monde, il a le cancer, stade 4, il se bat, puis il y a quelqu'un qui trouve le moyen de faire un commentaire. Un exemple pour le fun, qu'on voit la stupidité. Je n'aimerais pas le nom de la personne parce qu'elle était dans les médias pendant un certain temps, une ancienne journaliste qui m'a écrit à un moment donné, et parce que j'avais republié, si on veut, j'avais partagé la publication de Marianne. Et elle m'écrit en me disant « Tu sais, Louis, il arrive jamais rien pour rien. » Et là, elle dit la vie va te redonner, va te rendre ce que tu as donné. » Autrement dit, puis là, elle dit « Si Miro vit ça en ce moment, c'est parce que ses parents ont fait quelque chose, puis... » Là, c'est morte en dedans. J'ai dit, ben voyons donc. Ça va pas bien. Que c'est ça. Évidemment, j'ai enlevé le commentaire tout de suite. Là, j'y ai écrit, puis j'ai envoyé une volée de bois vert. Puis c'est une personne qui est connue. Si je lui nommais son nom là... On tomberait tout à terre. Exact. Alors, il y a des affaires comme ça où tu te dis, ben voyons donc. T'sais, même dans une histoire comme ça où ça attire la sympathie de n'importe qui. Un enfant malade, comment veux-tu... Alors, c'est l'ultime sujet. Il y a quelque chose d'inattaquable. C'est un enfant malade. Alors, un adulte malade, au pire, tu vas dire il n'a pas fait attention, il a fumé toute sa vie. Regarde, on peut partir. Là, mais un enfant... enfant d'1 mois qui est malade, qui a le cancer, d'après moi, il n'a pas couru après. Là. Les parents n'ont pas eu le temps trop de le mal alimenter. Puis de... garde. Alors, puis là, tu te dis, ben voyons. Alors, c'est évidemment, cette personne-là est plus... Cherchez-la pas dans mes amis, là. T'as trouvé la fonction bloquer? Oui, bannir, exactement. Ouais. Ah boy. Dans les affaires que je soupçonne que tu as transmis à ton gars, c'est ton grand sens de l'humour. Parce qu'on pourrait penser à distance, parce que justement, on voit le bonhomme bourru. Tu sais, ta job, t'es pas un jovialiste, là. T'es pas Moreau qui fait des conférences sur le plaisir. T'es là pour chercher le pouls. Mais remarque que quand tu remplaces Arcan l'été, on découvre le gars, l'animateur qui déconne, qui est bon enfant. Mais ton gars a sa présence de l'humour, là. Récemment, pour faire une collecte de fonds pour le camp, justement, tout est dans tout. Il a décidé de faire le défi tête rasée. Ouais, mais il l'a fait à sa façon. Hey, raconte, ça coûte. Mais c'est parfait. C'est ça. C'est trop parfait. Il s'était mis un objectif de 4000 $, mais avec des jalons. OK? C'est un beau mot pour ce qu'il a fait des jalons. C'est ça. Alors, il s'est laissé pousser les cheveux pendant, je sais pas, 6 mois à peu près. Là. Il avait les cheveux aux épaules, mais volontairement, c'est pour ça. Là. Alors, il a laissé pousser ses cheveux. Puis après ça, il a dit à 1000 $, je me fais faire une coupe Longueuil. Alors là, lui, il pensait que ça allait prendre 1 mois avant de... Je pense que ça a pris 2 jours, il y avait 1000 $ ramassés. C'est pas long, 1000 $. Là. Non. Alors, après ça, il a dit, OK, puis parfait. c'est de la vraie coupe Longueuil, là. Oui, de la vraie. Pas belle, là. De la vraie genre, pas belle. Raser ses côtés, long sur le dessus, puis long en arrière. Puis il frise un peu, là. Puis il frise, c'était pas beau. Déjà, c'était pas beau. Non. Après ça, il s'est dit, là, je vais faire autre chose. À 2000 $, je me fais bleacher. Donc, ça va être une coupe Longueuil bleachée. Ah, calvaire. Et là, il pensait encore une fois que ça allait prendre une éternité. Ça a pris encore, 3, 4, 5 jours, je sais pas. Et là, il était rendu à 2000 $.
Et là, il s'est fait bleacher les cheveux. Et là, il avait fixé une date qui était cette fin de semaine pour se raser tout ça. Là, t'sais. Alors, il a été 3 semaines de temps avec les cheveux bleachés, avec une repousse noire, coupe Longueuil. Comment s'appelle déjà sa blonde pauvre, elle? Marianne. Ah, Marianne. Puis, écoute, il avait l'air d'un acteur porno cheap des années 70. Exactement. Clairement. Puis il faisait exprès. Là, il avait l'air du fils à Ron Jeremy. Oui. Hein? Non, mais clairement. Je sais pas c'est qui, là. Je sais pas de quoi tu parles, mais en tout cas. Ouais, tu sais, au VHS, dans le temps, derrière des portes poissons. Exactement. Puis il y en a ajouté aussi en s'habillant en colon, là, tu sais, avec des couleurs un peu. Alors, tu sais, c'est un personnage aussi. Puis pour fermer ça, au moment. À quelle scène? Quand Miro a finalement la chance d'aller sur la cloche puis de la faire sonner. Ouais. Puis en même temps, t'as sa mère qui va exploser parce qu'elle est tellement enceinte, ça n'a plus de bon sens. Ça doit être complètement fou de vivre ça. Hein? T'as l'enfant malade, t'as l'autre enfant qui est en train d'arriver. C'est toutes ces émotions-là qui est là. Et puis finalement, il y a une petite poune qui s'est rajoutée. Exact. Puis là, t'es grand-papa 2 fois. Exactement. Une belle petite, job, ça, grand-père. C'est la job parfaite. Le seul problème, c'est qu'en ce moment, on peut pas y voir. Alors, on s'est vu, heureusement, pendant le temps des fêtes parce qu'on avait la permission du docteur Arruda. Pour les, mais autrement, on se voit, on va marcher dehors, on se voit des... Mais c'est pas pareil, Mais écoute, je comprends la situation, puis je l'accepte aussi, mais c'est frustrant. Tu vas être quel genre de grand-père, toi? C'est quoi ton agenda, là? Ben, moi... écoute, je sais pas comment je vais être comme... Mais je pense que je suis un bon grand-papa. Je pense que je suis tu sais, j'ai hâte de pouvoir les prendre dans mes bras encore, puis de pouvoir comment dire, m'en occuper, puis tout ça. J'ai hâte qu'ils viennent à la maison. Tu vas traîner dans le bois, c'est comme rien. Là. Dès qu'on se promène un peu dans tes affaires, dès qu'on sort un peu de la job, on se ramasse dans les épinettes, c'est pas trop long avec toi. C'est pas long, au Lac-Saint-Jean. T'es un homme des bois, là. Ben, j'aime ça. J'aime la nature, j'aime me retrouver. Tu sais, c'est tellement l'effervescence pendant la semaine que les fins de semaine, j'essaie de me garder ça un petit peu plus tranquille puis d'aller là où c'est plus calme. Je pars avec mon chien, puis je m'en vais au chalet, puis ça finit là. Ouais, mais avec un petit côté Tonka, Gaga, là. Oui. Avec les jouets qui viennent avec. T'en as eu des jouets? Ah, j'ai eu des jouets. Bateau, side-by-side sur des... En tout cas, tout skidoo, nomme-les. Tous les jouets possibles, imaginables. Écoute, moi, j'ai vu un moment donné un genre de 4 pattes, là, un genre de 4 pour, je sais pas comment ça s'appelle, pour aller dans le bois. Là. Ouais. Mais là, t'étais rentré avec des chenilles là-dessus. Ouais. C'est comme, hey, là, c'est du jouet. Ça, c'est le fun en maudit. Tu fais quoi avec ça? Ça? Ben d'abord, moi, je suis un chasseur. Okay. Alors, à l'automne, tu mets les roues dessus, parce que tu peux mettre les roues dessus. Puis, tu vas dans le bois, puis tu t'en sers... tu te promènes dans le bois, mais l'hiver, c'est le fun, parce que l'hiver, ça passe partout. L'hiver, c'est tu mets des chenilles en dessous. Il y a 4 chenilles, c'est 4x4. Okay. Et puis, tu te promènes sur le lac Saint-Jean avec ça dans 3 pieds de poudreuse. Moi, te dire une chose, il n'y a rien qui t'arrête, là. Alors, tu roules là-dedans. C'est vraiment... C'est une affaire de gars. C'est une affaire de gars, mais c'est le fun. Okay, parce que tu t'es construit quelque chose là-bas, c'est sur le bord du lac. C'est ça, exactement. Okay. Puis, c'est l'espèce c'est l'espèce d'exutoire, si tu veux, là, tu sais... c'est la place la plus tranquille au monde. T'es sur le bas. Il n'y a rien de mieux le soir que de t'installer puis de regarder le soleil se coucher sur le lac. Puis, Comme bien du monde branché par leur job, as-tu volontairement choisi une place où le téléphone rentre mal? Non, le téléphone rentre trop bien, justement. Colin. Puis en plus, on a l'Internet haute vitesse. Ben là! mais c'est... non, c'était plus un endroit pour s'évader, plus que de se trouver dans des endroits plus tranquilles, puis pouvoir partir, puis aller relaxer, puis entendre le vent, puis ça fait du bien des fois. Tu viens à Québec, toi? Oui. 20 ans de radio à Québec? Ou 20 ans, 20 ans au 93? Ben, au 93. Moi, je travaille pour Cogeco, okay. Mais écoute, au 93, j'ai commencé en 98. Puis je travaille officiellement pour Cogeco, mais évidemment pour le 93 aussi, parce que le 93 fait partie de Cogeco, mais ça fait 23 ans là, pour Cogeco, toujours à la même place. Pour tout le monde qui ne vit pas à Québec, là, c'est quoi la radio de Québec? C'est quoi la radio de Québec? Écoute, la radio de Québec... Parce qu'elle est particulière. Ouais. Puis même en dehors, là, puis on fera peut-être une parenthèse à la poubelle, là, mais la radio de Québec a clairement
dans son côté non péjoratif, quelque chose de très différent de la radio de quasiment partout ailleurs. Ouais. La différence, je te dirais, entre la radio de Québec et la radio de Montréal, je te dirais que la radio de Montréal, c'est une radio de personnalité. C'est une radio de... Il y a beaucoup de vedettes. Je dirais... Je mettrais à part là-dedans le Paul Arcand qui est un journaliste qui a toujours fait de la radio puis tout ça. Une vraie vedette de radio. Une vraie vedette de radio. Qui a fini par faire de la TV après parce qu'il était vedette à la radio. C'est ça. Mais Paul Arcand, je pense qu'il est dans une classe à part. Là. Mais c'est beaucoup une radio qui est basée sur la personnalité des gens puis tout ça. Puis c'est une radio qui... Les gens veulent être informés. C'est l'auditoire qui fait la radio. Je veux dire, tu vas t'adapter à ton auditoire. À Québec... Québec, c'est une région où les gens... En fait, c'est une région de personnalité de radio. Les grosses vedettes à Québec sont pas à TV, sont à la radio. Parce que, tu sais, à Montréal, là, des vedettes, il y en a... tu vas sortir ici, tu vas virer le coin, tu vas en croiser une. Là. Clairement, on n'est pas loin des stations de télé ici. Exact, il y en a partout. Là, ouais. À Québec, il n'y en a pas des vedettes de TV. Là. Il n'y a pas de télé locale non plus. Il n'y a pas de télé locale. Ben, tu sais, t'as les Pierre Jobin de ce monde, Bruno Savard, etc., qui font le bulletin de nouvelles, qui sont connus. Mais je veux dire, à part ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors, les vraies personnalités médiatiques à Québec, celles que tu peux entendre, qui sont vocales, ben, c'est des gens de radio. C'est les Sylvain Bouchard, c'est les Jeff Fillion, malheureusement, là, qui est très connu. Et donc, il livre un message que les gens de Québec qui veulent se définir comme étant différents du reste de la province, puis de Montréal, qui veulent... Tu sais, il y a toujours cette rivalité. Alors, eux, ils veulent avoir des personnalités, des gens qui vont dire les vraies affaires. Ça jase. Puis ça jase. Ça jase. Puis c'est des radios d'opinion. Beaucoup de radios d'opinion. Tu sais, ici, à Montréal, des radios d'opinion en tant que telles, il n'y en a pas tant que ça, là. Tu sais, il y a Paul qui a établi sa crédibilité, puis tout ça, puis qui peut émettre des opinions de par, justement, son expérience, crédibilité, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres à Montréal, des radios de ce type-là, tu sais. Moi, je fais de la radio un peu partout à travers le Québec. Des petites interventions. Tu sais, à une place, c'est 3 minutes. Là, c'est 4 minutes. Ouais. Là, tu tombes sur une radio de Québec. Écoute, j'ai déjà fait du 40 minutes. Ah oui. À parler du même sujet, pour faire puis même pas, là, on t'a rendu qu'on parlait d'autres choses, puis Ouais. ça part, c'est feu de camp. C'est de la radio feu de camp, des fois. C'est ça. Fascinant. Exactement. Mais après ça, tu es obligé de te rattraper parce que si tu as parlé pendant 40 minutes avec quelqu'un parce que c'était bon. Tu sais, à Québec, l'idée, c'est de dire c'est bon tant que c'est bon. Tu commences une entrevue, si c'est bon, tu n'arrêteras pas, tu vas continuer, tu sais. Puis on se rattrapera plus tard sur les pauses, parce qu'évidemment, c'est des radios commerciales. Ça prend de la publicité. Ça, c'est des André Arthur qui ont parti ça dans le temps. Là. Ah oui, puis Gilles Parent beaucoup oui, aussi. Oui, Parent était spécialisé là-dedans. Faisait beaucoup d'entrevues très longues, tout ça. Puis c'est devenu un peu comme une marque de commerce, un peu comme un format, si tu veux. Alors maintenant, c'est beaucoup ça, tu sais. Alors tu vas un peu... on part avec une feuille de route, tu essaies de la respecter, mais au bout de la première heure, tu apprends. Ça fait un peu rebelle, parce qu'à Québec, ça fait « On met pas de pub, on continue. » C'est ça, exact. Puis à Montréal, tu as quand il chiale qu'il y a un blogspot, mais il passe son blogspot, puis il revient après. C'est ça, exactement. Alors, c'est la réalité est différente. Ouais. Puis la publicité se fait pas de la même façon. À Québec, les animateurs vont être ce qu'on appelle il y a des plans de publicité, ce qu'on appelle porte-parole. Ouais. Tu vas avoir l'animateur qui va annoncer les fenêtres une telle, puis il va dire que c'est les meilleures fenêtres au monde. Ça, c'est fascinant parce que l'animateur il vient de faire une entrevue avec le ministre un tel ou un artiste ou peu importe. Merci. Les fenêtres un tel, non. Tu fais comme calvaire, c'est le même gars, toi. Ouais. Fascinant. À Montréal, t'as pas ça. Non. Ça arrive pas, ça. T'as ça en région un peu aussi. Oui, en région aussi un peu, oui. Effectivement. Fascinant. Le métier t'a fait, pendant une période de ta vie, voyager? J'ai beaucoup voyagé, oui. Oui, avec ce métier-là, je suis allé... évidemment, j'ai fait à peu près tous les continents en politique, entre autres, avec les différents premiers ministres, les missions qu'on a fait en Europe, en Asie, en Afrique, un peu partout. Et aussi, je suis allé 3 fois en Afghanistan. Moi, c'est j'allais, t'as suivi l'armée? Hein? Oui. J'ai suivi l'armée. Je suis allé en 2006, 2007 et 2009, je pense, pendant qu'on avait des missions. Le Canada faisait partie des missions de l'OTAN en Afghanistan. Je suis allé à plusieurs reprises. Ouais. Ça fait partie je te dirais des belles expériences professionnelles, mais en même temps, des expériences
sont pas toujours faciles, tu sais, parce que t'es confronté à des situations qui sont assez particulières et assez dangereuses aussi en même temps. Ça prend une part d'inconscience. Je me suis déjà fait reprocher de pas penser suffisamment à ma famille parce que j'étais allé en Afghanistan par une ancienne conjointe qui m'avait dit que j'avais pas de sensibilité parce que je mettais ma vie en danger. Puis Parce que c'est réellement dangereux. Ouais. Surtout ce qu'on faisait, nous autres, on voyageait beaucoup avec l'armée, mais bien que je suis sorti tout seul aussi avec des fixers, là, ce qu'on appelle un fixer, qui est une espèce de guide que tu engages, qui est un guide afghan, là, qui va arriver avec une voiture, tu sors seul avec lui, qui va t'amener à certains points pour faire des entrevues, par exemple, pour aller voir des gens, etc. Ça, j'ai fait ça, mais on pensait, il y a un faux sentiment de sécurité en Afghanistan quand tu pars avec l'armée. T'as l'impression que tu es en sécurité parce que tu es dans un véhicule blindé de 15 tonnes. Mais en réalité, c'est l'affaire la plus dangereuse que tu peux faire là-bas parce que tu es la cible. T'es spoté. T'es spoté, puis ils te voient, puis ils mettent des bombes, puis un véhicule blindé qui passe sur une route, c'est dur à manquer. Alors, c'est pour ça que à peu près toutes les victimes militaires canadiennes en Afghanistan, c'est à peu près tous des gens qui ont malheureusement sauté sur des IED, là, des engins explosifs improvisés. Alors, oui, c'est dangereux de faire ça. Il y a du danger à voyager, à faire ça. Mais Comment on revient de là? en avion. Il est cave. Il est vraiment cave. Parce que t'as pas perdu ton sens de l'humour en revenant de là. Mais tu sais, clairement, tu pars avec une espèce de naïveté, j'imagine, où l'humain est bon. Ouais. Et on n'a pas idée de c'est quoi, on l'a vu dans les films. Ouais. Mais voir pour vrai un humain qui a envie d'en tuer un autre ou un humain qui en a tué un, tu fais calvaire, attends là. Ouais, mais je pense que, écoute, il y a quand même une certaine distance. Je te donne un exemple. Je pense que c'était en 2009. J'étais allé rejoindre un bataillon du régiment blindé de la base de Valcartier. J'étais allé les rejoindre. J'étais allé à Fort Bliss avec eux autres au Nouveau-Mexique pour l'entraînement. Puis, 3 mois après, je les retrouvais en Afghanistan. Alors, j'étais allé les rejoindre là-bas, puis on était parti faire une patrouille à pied. Pendant la nuit, tu te lèves à 3 heures du matin avec ton sac à dos sur le dos, puis ton frac jacket, puis ton casque, puis tu pars, t'sais. Puis tu marches. Puis à un moment donné, ça s'est mis à tirer de tous bords, de tous côtés. Puis, évidemment, les soldats canadiens ont répliqué. Puis, bref, ça s'est terminé avec des explosifs, puis tout ça. Puis après ça, quand on est passé, parce que les autres doivent aller voir quand ça a arrêté de tirer, puis on est arrivé là, puis là, bien évidemment, il y avait des victimes. Puis c'était pas des Canadiens, tu sais, c'est les talibans. Alors, ils t'empêchent, les militaires sont venus voir. Tu n'as pas besoin d'aller voir ça. Reste ici, va pas là. Alors, tu sais, ils te protègent de ça. Alors, t'es pas exposé nécessairement, quoi que tu peux l'être aussi, là. Il y a des, tu sais, mais il y a une espèce de limite que tu veux pas dépasser non plus. Je voulais pas voir ça. Voir quelqu'un qui s'est fait tuer, ça m'intéresse pas. Là. Je veux dire, je vais pas là pour ça. Moi, j'aime mieux faire des histoires sur la vie des gens que sur la mort des gens. T'sais. Alors, donc, mais les militaires, eux autres, sont exposés à ça. Eux autres, c'est évident que la situation est extrêmement difficile pour eux autres. Là. C'est fou. Là. J'ai été une fois en République centrafricaine avec un de tes anciens collègues, Jean Laverdière, Ouais. où on avait été ouvrir une radio pour la paix là-bas. Là. Et en arrivant, tu sais, moi, je suis naïf. Là. J'ai fait de la radio FM. Tu sais, je faisais jouer les succès de l'heure à la radio. Ouais. Là. Tu sais, j'étais là dans ma vie par rapport à l'actualité. Puis, on a un appartement qui est comme au 2e étage. On est sur le bord du fleuve qui coupe avec le Congo, puis que la nuit, ça traverse. Puis bref, il y a un trou de balle dans notre fenêtre de chambre. Puis Jean qui est habitué, parce que couvert souvent, il fait « Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? » Je dis « Ben, on va mettre les matelas à terre. » Je sais pas quoi. Ben, s'il y a une balle perdue, ça va passer en angle. Fait que comme ça, ben, on ne sera pas tiré en dormant. Ah, OK! C'est ça. Les vacances commencent! C'était ça le voyage organisé. C'est vraiment d'autres choses, c'est fou. Ouais. Mais écoute, puis c'est là que tu te rends compte aussi que puis mes voyages en Afrique aussi, je suis allé en République démocratique du Congo. Oui. J'ai mis des guillemets à démocratique. Pour l'OIF, l'Organisation de la francophonie. C'était en 2012. Tu sais, ces gens-là vivent pas comme nous, là. En fait, tu te rends compte quand tu voyages un peu que
c'est nous qui sommes l'exception. Tu sais, on a l'impression que tout le monde vit avec un mode de vie comme on a, hyper moderne, puis très, très occidental. Puis, tu sais, mais tu te rends compte que c'est pas ça. C'est que dans le reste du monde, là, c'est nous qui sommes l'exception. Tu vas en Asie, tu vas en Afrique, il y a beaucoup de pays où la pauvreté est omniprésente. Puis, alors, ça ouvre les yeux sur une certaine misère humaine, si tu veux. Puis, ça élargit l'âme, je pense. Et ça me ramène une image dans la tête, mais puis des fois, c'est pauvreté et pas. On passe comme 2-3 mois là-bas, on ouvre la station de radio. C'est un succès aux grandes dames du gouvernement. Puis, avant de partir, on amène toute la gang de la station dans un ancien mess qui est transformé en restaurant, puis on leur paye la traite, là, tu sais, là, la grosse bouffe. Et, écoute, c'est vraiment gargantuesque, là, c'est astérisque, la table. Et il y a un nuage de manne qui passe. Et il y a des animateurs qui... Puis j'ai compris que ça voulait dire quoi, des mannes, la vraie manne. Ouais. Il s'est mis à ramasser des mannes. Fait qu'il préférait manger les mannes qui volaient. Il était tout énervé. C'était Noël qui passait. Puis il y avait des centaines de dollars de bouffe sur la table. Hey, non, attends. Toi, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est des bons. Mais qu'est-ce que tu veux? Caroline, ça, c'est la vie. Là, ça fait à peu près 1 heure. On va arrêter bientôt. Deux petits trucs en terminant. T'as eu dans les grands défis de ta vie, t'as eu à t'asseoir sur la chaise de Jean Lapierre tout de suite après. Ouais. Calvaire. Ça, là, le matin, là, t'as dû dire « OK, par quel bout je la prends, celle-là? » Ouais. Et ça, c'est assez particulier, cette histoire-là, parce que, bien évidemment, on a... Jean, c'était un ami. On se connaissait depuis plusieurs années, puis on se côtoyait. Jean était quelqu'un... Toi, tu l'avais couvert, puis tu sais, à oui, tout niveau. exactement. Là. Mais quand il est devenu... Jean a été le meilleur chroniqueur politique que le Québec aura jamais, je pense. Là, il était extraordinaire. Il avait une sensibilité. Il avait une écoute. Il y avait 4 millions d'histoires à raconter. C'était un gars qui était plus grand que nature, mais en même temps... Ce gars-là avait un respect pour le travail des journalistes et il nous valorisait beaucoup, en ce sens qu'il avait besoin de nous autres, mais je pense qu'il aimait aussi côtoyer des gens. Alors, quand on allait dans un congrès ou dans un caucus de parti, Jean, il nous invitait tout le temps, les journalistes, moi en particulier, viens, on va aller manger à telle place. Il parlait aux gens, c'était quelqu'un qui était extrêmement... il aimait manger, il aimait jaser. Il aimait jaser, puis tout ça, puis payait le vin, puis etc. Puis on jasait avec, puis il nous demandait notre avis sur des affaires, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Là, tu dis, Jean Lapierre me demande mon avis à moi, tu sais, c'est vraiment... Alors, quelques semaines avant son décès, on s'en va à un caucus de la CAQ et c'était à Bromont. Alors, il y a Château-Bromont, là, puis c'était là-dedans. Le caucus était organisé là. Alors, on se retrouve là le matin, puis on fait nos affaires. Puis sur l'heure du midi, on avait peut-être, je sais pas, dans l'avant-midi, on avait un période où c'était plus tranquille. Puis on s'installe à une table sur le bord de la piscine. Puis Jean, à brûle-pourpoint, il me dit, Louis, il dit, tu sais que moi, je serais pas éternel, là. J'ai dit, comment ça? Ben, il dit, écoute, il dit, je rajeunis pas. Puis il dit, à un moment donné, il dit, je serai plus là. Je serai plus là à faire cette chronique-là. Puis il dit, celui que je vois pour me remplacer, c'est toi. Ben, j'ai dit, Jean, non. Là, j'ai dit, c'est toi le chroniqueur. J'ai pas ta... Il dit, non. Il dit, écoute, moi, je te verrais à faire ça. Il dit, j'en ai parlé avec Paul, j'en ai parlé avec la station, etc. Puis moi, je trouve que t'es vraiment bon. Puis, fait que là, je suis resté... j'ai dit, mon Dieu, mais tu parles d'un vote de confiance extraordinaire. J'étais content. Tu sais, c'est flatteur de te faire dire ça par Jean Lapierre, de qui on avait tous une admiration. Clairement. Et survient ce qui arrive, quelques semaines plus tard, 3 semaines peut-être plus tard. Jean Lapierre, évidemment, décède de la façon dont on le sait. Et là, évidemment, on laisse passer un bout parce que tu veux pas... Je pense qu'à la station, ils étaient conscients que n'importe qui que tu mettrais le lendemain matin... Ça marchait pas. Ça peut pas fonctionner parce que il y a la comparaison qui est trop fraîche, qui est trop...
Alors, Paul m'a appelé plusieurs reprises. Je voulais pas. Tu sais. Ben non, je suis pas sûr que j'ai envie de faire ça parce que je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut pour faire ça. Puis là, ils m'ont convaincu petit à petit de le faire. Alors, j'ai remplacé, j'ai pris la place qu'occupait Jean Lapierre. Et je veux dire une chose, ça a été un bel honneur de le faire. Je l'ai fait pendant 1 an et quelques. Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que c'est extrêmement demandant. Cette chronique-là, ça prend un caractère spécial pour la faire que moi, je n'ai pas. Parce que, d'abord, c'est très stressant. Tu veux toujours avoir... Et en plus, c'est un travail qui est presque 24 heures. C'est 24 heures sur 24, ça, là. T'arrêtes pas, là. T'es au téléphone continuellement. Édouard Rémy de la politique, là, c'est prenant, là. Exact. Alors là, puis tout le monde t'appelle. Oui. C'est assez phénoménal. Cette chronique-là a acquis une notoriété qui est d'abord une écoute qui est du jamais vu en radio, je pense. Moi, mon cadran, un matin où je veux dormir, Ouais. est mis à 7h moins 5 pour que j'ai le temps de me lever. Ouais, faire puis ton petit ouvrir café. la radio, puis, faire mon petit café, puis au pire, j'irai me recoucher après. Ouais, c'est ça. Alors, ça atteint un taux de notoriété qui est immense et les gens t'appellent, les gens te donnent l'information, les gens... Alors, et ça devient lourd, ça devient... tu sais, c'est difficile à absorber toute cette charge-là. Je me couchais le soir souvent, puis je me demandais comment j'allais virer ça le lendemain. J'avais 2-3 informations, puis qu'est-ce que je vais faire demain matin, puis etc. Finalement, je réussissais toujours, mais tu te couches là-dessus, puis tu rumines ça. Alors, j'avais peut-être pas le caractère pour le faire. Puis à un moment donné, je suis parti en congé de maladie parce que j'avais eu une petite intervention chirurgicale. Puis j'ai négocié avec le patron, j'ai dit, je veux pas revenir. Tu sais, je veux pas la refaire, cette chronique-là, parce que ça me stressait trop, tu sais. Mais ça a été, le temps que ça a duré, ça a été tout un honneur, puis ça a été... Dans la place, je vais me faire pousser la barbe, je vais poser des questions en conférence de presse. C'est ça, exactement. Hein? Hey, Lacroix, merci beaucoup. Dernière question. Animateur ou journaliste? Qu'est-ce que tu préfères? La situation actuelle. Un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Camp de vacances comme animateur, job de jour comme journaliste. Exactement. Tu sais, moi, là, j'adore faire le show du matin. Je remercie Paul puis toute la station également de me faire confiance dans cette aventure-là que je fais depuis nombre d'années le matin. C'est quand même l'émission la plus écoutée au Canada. Exactement. Même quand c'est moi qui anime, imagine. Hey, c'est incroyable. Tu scrapes même pas les codes d'écoute. C'est ça, exactement. Alors, mais je le fais pendant 2 mois, puis au bout de 2 mois, c'est correct. Tu sais, j'ai eu ma dose. Je retourne faire taquiner les politiciens, puis j'aime bien ça. Alors, j'ai comme le meilleur des deux mondes. Je suis comme... je pourrais... Écoute, si tu me demandais de dessiner la job parfaite, ben je pourrais pas parce qu'elle existe déjà, c'est moi qui l'ai. Tu sais, j'ai un équilibre parfait que j'aime faire, c'est-à-dire, oui, avoir la liberté de pouvoir animer, de pouvoir exprimer, tu sais, un certain nombre de choses, puis j'aime ça animer, tu sais, mais j'aime aussi ça, être à l'Assemblée nationale, puis suivre la politique, puis faire les conférences de presse, puis faire ce qu'on fait en ce moment. Ben écoute, tu viens de faire exactement la trame narrative du pourquoi de ce balado-là. Les gens que j'invite, c'est des gens qui, malgré les montagnes russes de la vie, ont envie, en terminant, de dire haut et fort le nom du balado. Si tu t'en rappelles pas, je t'ai mis un cue card qui est juste là. La vie est belle, là. Exactement, monsieur. Merci. Merci à toi. C'était La vie est belle. À la prochaine.